De vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Des coups de cœur, un coup de cœur. Le vie c'est bien toujours le bonheur. Et si enfin j'arrive à mes fins, plus rien de triste ne m'atteint. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Quand j'ai de la joie dans le cœur, j'ai de la force, tout le meilleur. Je souris, je partage les légendes qui sont le sucre de lait. Alors bonjour, bonsoir, bienvenue dans Ma Joie de Vivre numéro 4. Aujourd'hui nous accueillons Gérard Confineau. C'est cela. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors Gérard, je vous dois un immense merci et je vous dis très honnêtement que je suis très touchée de votre venue parce que, comme beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, et moi-même, nous sommes des fidèles lecteurs de Planète Gaïa. Bravo, je vous en félicite. Et parmi eux, certainement, de nombreux contributeurs aussi à cette revue dont vous êtes co-créateur, je crois, et directeur, on peut dire. Tout à fait. Alors, comment ça a commencé cette aventure de Planète Gaïa ? Oh là là, comment ça a commencé Moi, ça fait déjà pas mal de siècles que je suis investi dans le milieu ésotérique. Oui. Donc j'ai vu naître et fermer tout un tas de revues plus ou moins bonnes. Je ne vais pas citer de nom, je veux abîmer personne. Mais bon, avec des choses qui sont écrites parfois un peu affolantes. Mais de toute façon, dans la durée, ça tient pas. Oui. Donc à part quelques revues comme L'Inconnu qui dure encore. Puis une ou deux autres, mais bon, il n'y a pratiquement plus rien sur le marché. Et devant cet état de fait, on a décidé avec des amis de créer une revue sérieuse, sans aucun sponsoring, Oui. donc sans être tenu en laisse par des grosses marques qui pouvaient nous imposer alors si on veut démolir Coca-Cola, on peut, parce qu'on ne fait pas de pub pour Coca-Cola. Voilà. Je trouve que ça serait malvenu dans une revue comme la nôtre. Oui. Et donc on a décidé de créer Planète Gaïa pour laisser parler les gens à qui on laissait jamais la parole. Donc on a beaucoup axé au démarrage sur le chamanisme parce que, étant chaman moi-même, je suis très impliqué dans ce milieu-là. Et le constat qu'on avait fait, c'était qu'on n'a pas besoin forcément d'aller très loin en Afrique, en Amérique du Sud ou partout dans le monde pour trouver des chamans. On en a beaucoup ici, de cultures différentes, mais on les entend jamais, on leur pose jamais de questions, on les laisse jamais s'exprimer. Donc l'idée, d'ailleurs le numéro 1, c'est un numéro spécial chamanique sur le festival qui a eu lieu en 2009 à Trimurti, Oui. qui était donc un festival chamanique, c'était la 2e édition je crois, et on a interviewé tous les chamans qui avaient à cette manifestation, et on leur a laissé la parole en respectant ce qu'ils disaient, c'est-à-dire que le premier numéro n'est pas toujours dans un français extraordinaire, mais c'est ce que les gens ont dit. On a rectifié des petites choses, parce que des choses qui passaient vraiment pas à l'écrit, mais dans l'ensemble, tout ce qu'ils ont dit a été écrit. Alors on retrouve des fois des coquilles, effectivement, de langage, mais c'est leur manière de s'exprimer. Et c'était important pour nous de respecter ça, et d'ailleurs tous les chamans qui ont eu le numéro dans les mains nous ont remerciés parce que c'est réellement ce qu'ils ont dit, et c'était vraiment important pour nous. Et puis de là, on a dérivé sur tous les sujets qui nous intéressent. Planète Gaïa est une revue qui est spécialisée dans tout ce qui est médecine alternative, ésotérisme, spiritualité et écologie. Alors bien sûr, quand je parle d'écologie, je parle de vrais projets écologiques, je ne parle pas de politique, les verts, les machins, les biducs, ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, quelqu'un qui a un vrai projet écologique, d'énergie alternative, de ferme autonome, ça nous intéresse et on travaille là-dessus. D'accord. Voilà en 2 mots, Planète Gaïa, l'historique. Donc ça fait du monde, il y a beaucoup d'auteurs qui contribuent, je crois, à cette revue. Il y a pas mal d'auteurs, c'est vrai que moi depuis le nombre d'années dans lequel je suis impliqué dans ce milieu, j'ai un carnet d'adresses assez intéressant. Je suis quelqu'un d'assez
assez polyvalent. Donc je connais des gens dans plein de domaines différents, que ce soit des francs-maçons, des druides, des templiers, des alchimistes, des chamans, enfin, un peu dans toutes les directions. J'ai un carnet d'adresses qui me permet de varier énormément les sujets, les articles, et donc je l'utilise et tout le monde joue le jeu, et c'est génial. Comment vous avez rencontré tous ces gens? J'imagine en faisant vous-même du chamanisme, ou bien en vous baladant dans des festivals Moi, si vous voulez, à la base, je suis guérisseur. Hein, je suis comme Obélix, moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, donc j'ai toujours fait ça. Donc j'ai toujours été enclin à rencontrer des gens qui étaient issus de ces milieux un peu farfelus, comme on les appelait à l'époque. Très tôt, le druidisme a croisé mon chemin. Étant d'origine bretonne, il y a eu une résonance immédiate avec le celtisme et le druidisme, et j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, et très rapidement je suis devenu druide. Et maintenant ça fait plus de 30 ans que je suis druide. Donc j'ai rencontré de plus en plus de monde, et comme par hasard, c'est la loi de synchronicité, quand on est intéressé par un domaine, comme par hasard, la vie met sur notre chemin tout un tas de personnes qui sont dans le même domaine que nous. Donc j'ai rencontré plein de monde. À une période, je fréquentais énormément tous les salons parisiens surtout, et donc j'ai pu rencontrer beaucoup de monde. Je suis un homme de contact, j'ai un contact facile avec les gens, et donc j'ai un carnet d'adresses épais, intéressant, où j'ai plein d'amis, et voilà, il faut vivre avec ça, et loin d'être une croix, c'est un bonheur et un plaisir, donc je l'utilise, et je suis pleinement heureux dans ce que je fais. Oh, c'est merveilleux, ça. Alors là, c'est la profession de foi par excellence. Hein. Et parmi tous ces druides, donc j'imagine qu'on peut aussi évoquer Brocéliande. Mais bien sûr, le numéro 2 et 3 de Planète Gaïa étaient entièrement consacrés à Brocéliande. Voilà, moi, je fais régulièrement, depuis des années maintenant, des séminaires pour le solstice d'été en forêt de Brocéliande, chamano-druidique, où j'emmène les gens dans la nature, rencontrer les fées, parler aux arbres, dire bonjour aux lutins qui sont dans les rochers, enfin bon, des trucs complètement farfelus vus de l'extérieur, mais c'est passionnant et ça plaît à tout le monde et c'est génial. Et les gens sont, sont touchés, j'imagine, mais est-ce qu'il se passe vraiment... Il se passe réellement des choses. J'allais dire, oui, tout à fait. Oui, j'ai eu des cas de gens qui ont failli franchir des portes de fées, où on a été un peu inquiet parce que est-ce qu'on allait pouvoir les récupérer, quoi. Si vous voulez, comment expliquer ça? C'est une question de niveau vibratoire. La forêt de Brocéliande est une forêt magique, déjà d'emblée, parce qu'il y a des pôles vibratoires différents à différents endroits. C'est ce que nous on appelle des portes. Et quand on franchit ces portes, c'est quand on arrive à baisser ou à augmenter notre taux vibratoire pour se mettre en harmonie avec cette porte, on voit des choses que les autres ne voient pas. Et ça, c'est assez extraordinaire. Alors, on n'a pas une réussite de 100%, parce que y a des gens qui sont plus ou moins durs et c'est pas toujours facile. Mais dans l'ensemble, on a 75% de taux de réussite, de gens qu'on arrive à élever au niveau vibratoire et qui arrivent à se mettre en harmonie et à voir des choses que les autres ne voient pas. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ah, tout à fait. Et vous utilisez une technique particulière, parce que comment se met-on dans cet état vibratoire, justement, cette ouverture vibratoire, je dirais? J'ai pas de technique particulière. De par ma culture professionnelle, on va dire, je suis très hétéroclite au niveau des pratiques, puisque j'ai fait plein de choses, du massage, du reiki, plein de choses, plein de méthodes. Je me suis marié avec aucune, parce que ça m'intéresse pas. Je suis pas un pro chapelle. Or ceci, point de salut. Moi, je prends, j'essaye. D'abord, j'aime pas critiquer si j'ai pas essayé moi-même. Donc je vais généralement au bout des cursus, et après je garde ce qui m'intéresse et le reste je l'utilise pas. Donc j'ai dans mes poches tout un tas de techniques différentes que j'utilise au gré de mes besoins, selon les personnes avec qui je suis et les situations dans lesquelles je me trouve. Voilà. Donc ce que je fais, c'est pas réellement de la guérison, c'est pas réellement du chamanisme, c'est pas réellement du druidisme, c'est pas réellement du reiki, c'est pas réellement du machin, c'est pas réellement du truc, c'est un peu tout.
Voilà, je suis aussi lithothérapeute ou cristallothérapeute, comme on veut. Donc j'utilise beaucoup les pierres, les cristaux. J'utilise même les pierres qui sont pas semi-précieuses, mais les pierres de forêt, de roches, de rivières, ce qu'on appelle nous les pierres sauvages, qui ont une résonance différente. Donc j'utilise vraiment plein de techniques différentes, et c'est vraiment comme ça, à l'instinct, selon la circonstance, selon la personne. Il y a des personnes qui sont plus dures à déclencher que d'autres. Donc voilà, donc je vais varier les menus et les plaisirs pour arriver à mes résultats. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne à chaque fois. Ça fonctionne à chaque fois. Non, pas à chaque fois, je vous dis 70-75% de taux de réussite. Il y a des réfractaires, des gens qui vraiment, on a beau tout essayer, il faudrait faire 40 séances pour arriver à déclencher quelque chose. Et 40 séances, ça finit par coûter cher. Oui, bien sûr. Voilà, quand il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat, on arrête et puis on passe à autre chose. C'est comme dans la guérison. Moi, je reçois des gens en consultation dans mon cabinet. Je les reçois 1 fois, 2 fois, 3 fois, quand c'est des pathologies lourdes, j'entends. Et si je vois au bout de 2-3 fois que ça décolle pas, je leur dis stop, c'est pas la peine de dépenser votre argent. Moi, je suis pas là pour prendre votre argent, donc allez voir quelqu'un d'autre, ça marchera peut-être mieux avec quelqu'un d'autre. Je suis assez clean là-dessus. Je sais que j'ai des collègues, je ne peux pas citer de nom une fois encore, qui comptent le nombre de séances parce que c'est important, parce que c'est tant qui rentre par mois. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai besoin d'argent pour vivre, mais je suis pas attaché à l'argent, donc je m'en fous, et j'aime qu'il y ait du résultat, et je travaille pour qu'il y ait du résultat. S'il n'y a pas de résultat, on passe à autre chose, quoi. C'est pas la peine de continuer ensemble. Bien sûr, tout à fait. C'est très important. Effectivement, cet aspect commercial, j'allais le dire, parce que j'allais en venir à cette histoire-là, parce que quand on regarde, alors ça s'est calmé un petit peu, mais vous regardez les biocontacts, vous voyez 15 pages d'annonces, de stages, d'ateliers, de gens qui guérissent tout. Bien sûr. Et on se dit, le salon Marjolaine aussi est un bon exemple. Il y a peut-être d'autres salons, mais en tout cas, c'est un très mauvais exemple. Et voilà, de gens qui ont des méthodes pour tout. Oui. Alors, mais c'est bien. C'est bien aussi, parce que ça permet cette diversité. Surtout que je pense que plus de 90% de ces gens-là sont sincères dans leur démarche. Simplement, leur démarche ne s'adapte pas à tout le monde. Mais ça personne ne le dit, il n'y a que moi qui dit ce genre de choses. Les gens, quand ils tiennent un client, on est dans une époque économique tellement difficile que quand on tient un client, on ne veut plus le lâcher, parce qu'on a besoin de payer le loyer, de passer chez Leclerc, comme tout le monde, de mettre de l'essence dans sa voiture. Donc je comprends. Mais quelque part, comment dire, pour moi c'est un problème d'éthique. Voilà. Je suis prêt à travailler avec tout le monde, mais si ça donne pas de résultat, je vois pas l'intérêt de continuer à se voir. D'abord, je perds de l'énergie, c'est très fatigant pour moi. Je leur prends leur argent, qu'ils n'ont pas forcément non plus à foison. Donc, autant qu'ils essayent. Puis, je suis promis à les diriger vers quelqu'un d'autre. Vu le carnet d'adresses que j'ai, je peux me le permettre. Donc, j'envoie les gens ailleurs. Voilà. Et puis, quand je sens pas quelqu'un, personnellement, quand je sens pas quelqu'un, je veux pas travailler avec lui. Donc je lui dis, non, moi je peux rien faire pour vous. Alors j'ai perdu un client, c'est pas grave. Oui, tout à fait. De toute façon, dans la mouvance globale, je pense que mon éthique m'aide parce que ça se retrouve. C'est-à-dire, c'est pas un coup perdu, au contraire. Moi j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des amis à eux parce que je les ai pas soignés. Parce que j'ai eu l'honnêteté de dire, non, moi je peux rien faire pour vous. Et ça leur a plu, et du coup, ils m'ont envoyé du monde. Donc voilà, c'était pas un coup perdu. Donc tant mieux. Oui, l'authenticité est importante, je pense, dans ce genre de contact. Oui, tout à fait. Mais pour revenir à ce que vous dites à propos de tous ces gens qui font effectivement du développement personnel, on peut dire. Bien sûr. Très souvent, quand même, j'en ai rencontré un certain nombre, et d'autres amis aussi, on peut dire que ce sont des gens qui, certainement, ont une forme d'authenticité, mais planent un peu et manquent parfois d'une certaine forme de structure ou de solidité qui fait que derrière les méthodes utilisées, elles sont utilisées coup-ci coup-ça et qu'on y croit, mais c'est pas. Oui, ils ont la foi. Ils ont la foi, mais la foi ne fait pas tout. La foi n'est pas tout. Voilà, la foi ne fait pas tout, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Le problème qu'on retrouve énormément dans
toutes ces méthodes nombreuses et multiples qu'on peut trouver sur le marché, souvent c'est fait par des gens qui sont à fond dedans, qui croient vraiment dans ce qu'ils font, mais qui, pour reprendre un peu l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, qui planent un peu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces dans ce qu'ils font, mais ils n'ont pas forcément toujours la notion du concret de la réalité, parce qu'ils volent un peu au-dessus du nid de coucou, et du coup, ils ont perdu un peu pied avec la réalité du terrain. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faux dans leur démarche est sincère, mais ils sont tellement à un autre niveau qu'ils ont perdu de vue la réalité du quotidien. Le quotidien, c'est la vie qu'on mène, c'est les gens qu'on connaît, c'est le boulot qu'on a, c'est toutes ces rencontres qu'on a professionnelles, amicales, familiales, sociales, qui sont pas toujours faciles. Et eux, ils sont tellement au-dessus de ça qu'ils comprennent pas forcément que les gens puissent avoir ce type de problème. Une chose que j'ai appris en chamanisme, et ça c'est quelque chose qui pour moi est un fondement, c'est que pour pouvoir monter très très haut, il faut être capable de s'enraciner profondément. Et donc, l'avantage qu'a le chaman sur pratiquement toutes ou presque toutes les autres méthodes, c'est que le chaman est ancré. Il vole très très haut, puisqu'on part en transe, on est dans des mondes complètement inaccessibles pour le commun des mortels, mais on est toujours les pieds dans la terre et on est toujours enraciné profondément. Et plus on est capable de s'enraciner profondément, plus on est capable de monter très très haut. Quand on fait du recouvrement d'âme, quand on fait des choses comme ça, on est obligé de partir très très loin, mais immédiatement, on est capable de redescendre et de ne pas quitter la réalité. Et ça, c'est un avantage que les chamans ont par rapport aux autres. Oui, et puis ça demande certainement de longues années de pratique, parce que je suppose que c'est quand même dangereux. Quand on parle d'énergie, de vibration, c'est quand même... Enfin, j'imagine, hein, je connais rien de tout ça, mais moi ça me fait... oulala, je me dis oulala, il y a peut-être danger quand même, non ? C'est un métier dangereux. C'est un métier dangereux, Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. C'est assez facile de quitter la réalité parce qu'on est bien là-haut. On est vraiment bien là-haut, donc on n'a pas toujours envie de revenir. C'est vrai. Mais le chaman est capable de revenir. Alors que dans d'autres pratiques, pas forcément. Alors ils montent, et puis pouf, ils sont bloqués là-haut, et puis voilà, ils sont bloqués là-haut, quoi. Et ça, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que quand on est bloqué là-haut, c'est très difficile de faire redescendre un client. Et notre but, c'est quand même de l'accompagner. Alors, qu'on le fasse monter très haut, c'est bien, mais il faut qu'on puisse le ramener. C'est impensable moi, je vous reçois dans mon cabinet, je vous fais partir en transe, je vous emmène très très loin, et puis au bout d'une heure, ça y est, c'est l'heure, on arrête là. Et donc vous êtes là-haut la tête dans les nuages, je vous dis au revoir, je prends votre petit billet et on se revoit la semaine prochaine, comme les psys font très bien au bout d'un quart d'heure. Voilà. Pour nous, c'est inadmissible, c'est même pas pensable. D'ailleurs, moi, j'ai un carnet de rendez-vous, c'est intéressant. Je donne mes rendez-vous, je laisse entre deux rendez-vous, je laisse au moins 2 heures, 2 heures et demie. Parce que je sais jamais combien de temps va durer une séance. Une séance, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, mais ça peut durer 2 heures, ça peut durer 2 heures et demie. Parce que tant que le patient est là et qu'il est encore ou scotché ou dans un mémo drame, un psychodrame interne, il n'est pas question de le laisser partir. Donc ça peut prendre le temps que ça prend, puis ça prend le temps que ça prend. Ça ne change rien au prix de la consultation. Moi, j'ai un forfait de consultation. Et que ça dure 10 minutes ou que ça dure 2 heures et demie, c'est le même prix. C'est la consultation. Voilà. Et c'est vous qui vous mettez en vibration avec la personne, ou est-ce que vous êtes dans une forme de vibration et ça entraîne la personne? C'est variable. Oui, j'ai compris la question, mais c'est variable. Il n'y a pas de règle absolue. De toute façon, dans ma manière de travailler, comme dans la manière de travailler de beaucoup de chamans, de toute façon, en chamanisme, on n'a aucune règle. On travaille vraiment à l'instant présent, de la manière dont on le ressent. Donc, ou c'est moi qui vais me mettre en vibration et je vais vous entraîner, ou moi je vais rester complètement là, présent, et je vais vous faire monter vous. C'est variable. Je peux pas expliquer comment ça fonctionne, parce que je ne le sais pas moi-même. On va pas faire des grands discours, je ne sais pas moi-même. Bien souvent, à la fin de la consultation, je ne suis même pas sûr de ce qui s'est passé, quoi. On est partis tous les deux, et puis il s'est passé des choses.
On a atteint le résultat souhaité. Maintenant, ce qui s'est exactement passé, qui on a vu, comment ça s'est fait. Mhm. Bon, Oui, non, c'est tout à fait. C'est par rapport à la personne, je dirais. Oui, ça c'est clair, oui, tout à fait. Et comment dirais-je, vos techniques, vous les avez pris à la fois des Amérindiens, c'est plutôt du chamanisme celte? Moi, je suis chaman celte. Voilà. En tant que druide, ça me paraissait logique. Mhm. D'ailleurs, le chamanisme est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis très très longtemps. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois dans ma vie de suivre des cursus de chamanisme que je n'ai jamais fait parce que j'avais pas envie d'intégrer. Enfin, au moment où ça s'est présenté, j'avais pas envie d'intégrer un chamanisme amérindien, un chamanisme africain, un chamanisme coréen, mongolien. Je le sentais pas. Et puis un jour, j'ai rencontré un huluberlu sur un salon qui m'a croisé et qui est venu vers moi et qui m'a dit cette phrase merveilleuse, vous êtes dans un travail sur le cœur, il faut continuer. Et puis il est parti. Alors ça m'a un peu estomaqué. Ce mec que je connaissais ni d'Ève ni des dents, qui m'aborde comme ça et qui me dit ça, et je l'ai recroisé dans le salon, donc là c'est moi qui étais vers lui, puis on a commencé à discuter. Et on est devenus très très copains, et lui il se trouve que c'est un chaman celte, et donc on est resté en rapport pendant un certain nombre d'années. Il se trouve que moi, avec les stages que j'organise, avec les choses comme ça, on n'avait jamais un agenda qui concordait au niveau des dates, et puis brusquement, une année, on ne sait pas pourquoi, toutes mes dates concordaient avec les siennes. Enfin, je veux dire, j'avais pas une seule date de prise quand lui faisait ses stages. Donc j'ai démarré un cursus de chamanisme avec lui, et donc je suis devenu chaman celte. Alors après, j'ai rencontré des Amérindiens, j'ai rencontré d'autres cultures chamaniques, et j'ai intégré un certain nombre de choses, mais pour le déclenchement, pour le démarrage, pour moi c'était important de rester dans ma tradition. Tout à fait. Et je me suis retrouvé parfaitement dans ces enseignements, je retrouvais toute la sensibilité druidique qui est la mienne, et pour moi c'était important. Donc j'ai aucun problème à faire une hutte de sudation avec des amis péruviens, aucun problème, ça se passe très très bien et ça s'accorde très très bien, mais au démarrage j'avais besoin de rester dans ma culture, pour moi c'était important. Voilà. Tout à fait. Et par rapport à l'utilisation entre guillemets de drogue, je pense au peyote, dans tout ce qui est amérindien. Oui. Est-ce que vous utilisez, vous, de ce genre de choses? Non, moi j'utilise le tabac. Oui. Puisque le tabac est une plante sacrée chez les chamans, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante sacrée chez les chamans du monde entier, mais du tabac brut, pas le tabac qu'on achète au tabac avec tous les milliers de produits chimiques à l'intérieur. Donc moi, la seule plante que j'utilise vraiment, c'est le tabac, qui donne de très 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 bons résultats, puisqu'on arrive à monter très très loin avec le tabac, puisque les esprits aiment le tabac. C'est vraiment une plante que les esprits aiment. D'accord. Et vous le fumez ou vous le chiquez, ou comment ça se... On le boit, on le chique, on le fume. Principalement, on le fume. Oui. Quand j'ai démarré le chamanisme, effectivement, on l'ingérait, on le buvait, parce que ça nettoie, c'est infâme, mais ça nettoie très très bien, et on a d'excellents résultats. Et c'est qu'au bout d'un cycle de 2 années passées, qu'on devient porteur de pipe et qu'on commence à fumer le tabac. On ne commence pas à le fumer avant. Et ça, c'était quelque chose d'important. Et maintenant, j'utilise j'ai une superbe pipe sacrée que j'utilise dans pratiquement tous mes soins. Quand je suis chez moi, parce que je suis à cheval, j'ai 2 cabinets, j'en ai un à côté de Blois et un dans le 14e. Quand je suis chez moi, systématiquement, à chaque fois, j'utilise la pipe. Quand je suis dans le 14e, vu que c'est un cabinet de groupe où je ne suis pas le seul thérapeute à travailler, c'est parfois délicat de laisser une odeur de tabac, parce que c'est fort, même si c'est du tabac pur, sans produits chimiques, il y a quand même
Et il y a des gens beaucoup dans ce milieu-là qui sont non-fumeurs, qui sont contre les fumeurs. Alors arrêtez de nous casser les pieds, messieurs les fumeurs. Hein. Là, il y a un message, voilà, je crois. Il y a un message. D'ailleurs, on le retrouve dans l'édito du Planète Gaïa numéro 14. Exactement. Sur la liberté. Oui, tout à fait, mais c'est important. Et plutôt que de nous embêter, nous, avec le tabac, obliger les fabricants de tabac à arrêter de bourrer de produits chimiques leur tabac et vendez-nous du tabac vrai, propre, sain. Voilà. Le tabac, c'est une plante magique qui est utilisée depuis la nuit des temps. Donc laissez-nous avec nos vices, si vous appelez ça un vice. Hein. Mais effectivement, on aimerait bien pouvoir aller au tabac d'à côté et acheter du vrai tabac, sans aucun produit chimique, sans aucun additif, sans aucune saloperie à l'intérieur, qui sont là pour nous droguer, nous accoutumer, nous faire devenir dépendants. Et ça, effectivement, la dépendance, c'est quelque chose de monstrueux. Donc laissez-nous notre liberté et laissez-nous faire ce qu'on veut. Merci. Un petit message. Je crois que c'est clair, là. Hein. Ça, c'est vraiment militant. Hein. De temps en temps, j'ai des moments lyriques. Des moments lyriques. Bon, eh bien, on peut peut-être en profiter pour faire une petite pause et puis on se retrouve dans un petit moment. Nous évoquons Planète Gaïa et de Planète Gaïa, nous avons dérivé vers le chamanisme, le développement personnel, voilà, tout ce qui tourne autour de l'ésotérisme et qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes vos revues. À propos de chamanisme, je me suis dit, est-ce que Castaneda vous a influencé quelque part ou pas du tout? Moi, personnellement, pas du tout. Voilà. Comment dire? À mon avis, l'œuvre de Castaneda est une œuvre assez imbuvable à lire parce que, pour moi, trop intellectuelle. Je dis pas que c'est pas intéressant. Il y a des fans et des inconditionnels de Castaneda. Entre autres, nous avons un de nos auteurs qui a écrit un condensé de l'œuvre de Castaneda qui est remarquable. Et je trouve que en un bouquin, il a expliqué toute l'œuvre de Castaneda. Donc ça veut peut-être dire que c'était pas utile d'en écrire autant. Voilà. C'est donc Paul de Grise qui a déjà écrit pour nous. D'accord. Qui est un chaman toltèque. Un éclaireur toltèque, je crois que c'est comme ça qu'ils disent, éclaireur toltèque, donc un chaman toltèque, qui est emprunt énormément de l'œuvre de Castaneda. Et donc, j'ai pas de critique, moi, personnelle, à formuler sur Castaneda. Je trouve que c'est trop intellectuel pour moi. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple dans la démarche, et même si je suis capable de partir dans des dimensions très loin, j'aime que les choses soient expliquées simplement. Et quand je lis Castaneda, je comprends pas toujours tout. Voilà. Parce que c'est beaucoup trop intellectualisé pour moi. Moi, j'aime bien les choses concrètes. Voilà. Donc moi, ça m'a pas du tout influencé. C'est clair. Non, mais c'est intéressant de voir ça justement parce que bon, c'était un sociologue, hein. Oui, tout ou à fait. Un ethnologue peut-être. Je crois. Voilà, oui, tout à fait. Donc effectivement, hein, il était universitaire. On ressent ça dans son travail, et c'est intéressant aussi de voir par rapport à vos propres techniques. Vous êtes plus dans un chamanisme relationnel, on pourrait dire. Tout à fait. Émotionnel. Émotionnel. Ouais, ce qui correspondrait à cette mouvance que l'on dit être néo-chamanique. J'aime pas tous ces termes de néo, parce que ça veut rien dire. Le néo-druidisme, le néo-chamanisme, le néo-social, le néo-tout, il y a des néos pour tout maintenant. Faut arrêter de vouloir intellectualiser, on en revient encore à ça, intellectualiser tout, tout et n'importe quoi, parce que ça fait bien de le dire, et que ça nous donne un genre intellectuel. Voilà. Donc restons simples. Restons simples. Le chamanisme, il n'y a pas de nouveau chamanisme ou d'ancien chamanisme, il y a du chamanisme, point barre. Il n'y a pas de nouveau druidisme, il y a du druidisme, point barre. Effectivement, le druidisme qu'on vit aujourd'hui n'est pas le même qu'on vivait à l'époque de César. Bien sûr, on n'est pas dans la même période, mais il n'y a rien de néo à ça. Ou alors on devrait nous s'appeler les néo-humains. Mais pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. Non, soyez simples. Alors, chers auditeurs, je vous annonce que vous êtes des néo-français. Voilà. Parce que vous n'êtes pas les Gaulois, donc vous êtes des néo-français. Faut arrêter avec ça. Voilà. Oui, non, mais tout à fait. On nous met du isme et du néo partout. Oui.
Oui. D'ailleurs, Emmanuel Yves Monin a écrit, dans je ne sais plus quel numéro de Gaïa, un article vraiment très intéressant sur les ismes, sur les néo-ismes, et c'était vraiment très fort. Oui. Voilà. Très intellectuel, Oui. mais très fort, parce qu'on en met partout. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment le reflet de notre époque. Bah oui, oui, oui. Tout à fait. Bah oui. Mais c'est aussi pour montrer, je crois, une certaine forme de, entre guillemets, tout cela, hein, une certaine forme de décadence, on pourrait dire. Oui et non, parce qu'on crée de facto, on crée des différences et on engage des conflits. Alors il y a les conflits entre les chamans et les néo-chamans. Il y a les conflits entre les druides et les néo-druides. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui sont plus dans une tradition ancestrale et d'autres dans une tradition évolutive, plus moderne. Et pourquoi est-ce qu'on devrait appeler ça néo ? Restons simples. On est des chamans, on est des druides, on est des humains, on est ce qu'on est, et on n'est pas des néo quelque chose. Oui, mais Gérard, celui qui se dit chaman parce que tout simplement il a été suivre un stage, je sais pas où, il a pris de l'ayahuasca et puis il arrive en France, il placarde qu'il est chaman, il fait des stages. Oui. On peut quand même pas le mettre à côté de vous et à côté de quelqu'un qui aura une tradition amérindienne. Quand même, il y a des graduations, on peut dire. D'accord, mais c'est pas une graduation, néo quelque chose. Oui. Hein, quelqu'un qui a fait un stage d'un week-end et qui se prétend chaman, c'est pas un néo-chaman, c'est un charlatan. D'accord. Faut appeler un chat un chat. Tout à fait. Tout à fait. Faut appeler un chat un chat. Ouais. Je veux dire, un chaman qui... D'abord, on se forme pas. Il n'y a pas de formation chamanique. Il y a des formations, bien sûr, c'est évident, mais on ne devient pas chaman parce qu'on a suivi des stages. On devient chaman parce qu'on est chaman. Déjà, on l'est. Avant même d'avoir commencé la moindre formation, on est déjà chaman, on ne le sait pas. Et le cursus de chamanisme va nous le révéler. Et on va s'apercevoir effectivement que, ah mais oui, bien sûr, ah mais ça, oui, bien sûr, mais je connais ça. Ah, c'est comme ça que ça marche, d'accord. Et on va se découvrir être chaman, mais on ne devient pas chaman. Oui, tout à fait. Ça me fait penser d'ailleurs à un livre passionnant que vous connaissez peut-être, l'Anthologie du chamanisme, qui est sorti en livre de poche, je crois, de Jérémy Narby ou un nom comme ça. Je ne sais pas si... Et qui mentionne justement, on voit bien dans toute cette anthologie que le chaman est choisi par les esprits. Oui. Voilà, tout à fait. Pour sa mission, et que des fois même il la refuse et qu'on vient le rechercher, ou que s'il la refuse, ça peut même lui coûter la vie. Mais bien sûr, à partir du moment où on a un don, quel qu'il soit, si on ne l'utilise pas, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra en payer les prix, le prix. Parce que la vie va nous remettre à chaque fois ça dans la figure, et à un moment ou à un autre, ça passe ou ça casse, quoi. Si on refuse ce qu'on est, forcément la vie va à chaque fois s'évertuer à nous remettre en face de mais t'as ça dans les mains mon gars, faudrait peut-être y penser. Oh ouais mais bon c'est dur c'est dur d'être chaman, c'est dur d'être druide, c'est dur d'être guérisseur. Ah oui d'accord, mais t'as ce don là mon vieux, si t'en profites pas et si tu l'utilises pas, eh ben ça va te retomber sur le nez. Et oui. Et on voit des gens qui pètent un câble carrément parce qu'ils ont refusé, et ça a monté en eux et ils ont pété un câble. Donc à un moment ou à un autre, si on veut être en accord avec soi-même, eh ben, il faut plonger. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser tomber pour devenir voyant parce que on a cette sensibilité-là. Mais rien ne nous empêche de faire de la voyance en travaillant à la Bourse de Paris. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est clair. Quoique. Mais... oui, ça pourrait même être dangereux, je crois. Hein. Pour la bourse. Il ne faut pas refuser ce qu'on est. C'est important. Il ne faut pas refuser ce qu'on est parce que... alors, on croit, on n'y croit pas. Mais moi, je crois à la réincarnation. Oui. Et d'après les expériences que j'ai pu avoir sur ce sujet, sur la réincarnation, la vie s'évertue à nous remettre dans la vie d'après au même point si on n'a pas fait les choses qu'on devait faire pendant cette vie. Ça veut pas dire qu'on a un destin et que les choses sont écrites. Ça veut dire qu'on a un travail
à faire. On vient pour résoudre quelque chose, pour faire un certain travail. Et si on le fait pas, eh ben, on va se retrouver dans la vie d'après, dans exactement les mêmes circonstances, pour être confronté à ce problème-là. Et ça peut durer un certain nombre de vies. Il y a des gens qui vie sur vie, pour refaire exactement la même chose. Sous des formes un peu différentes, puisque la vie évolue forcément, mais c'est exactement le même fondement, et ils reprennent le même schéma jusqu'au moment où ils vont comprendre. Et tant qu'ils n'auront pas compris, eh ben, on va leur remettre le couvert pour que ce soit encore la même chose. Oui, tout à fait. Ça, c'est passionnant. C'est, on peut dire, les leçons de l'existence. Tout à fait. Que vous-même vous tirez et que vous faites tirer donc aux autres, j'imagine aussi. Bien sûr. Et ça amène à, voilà, ce qu'on peut dire que ça amène à un niveau de conscience de cela, parce qu'après, c'est vrai que tant qu'on n'a pas compris la leçon, on se cogne. Exactement. C'est un peu comme l'histoire. Oui. L'histoire, si on n'a pas intégré l'histoire a tendance à se répéter. Oui. De toute façon, même quand on l'a intégré, a tendance à se répéter un peu parce qu'on ne vit pas seul. Voilà. Donc on a un karma collectif à assumer, on a des karmas individuels, mais on a aussi des karmas collectifs. Et donc la vie, c'est vrai que quand on regarde l'histoire depuis la nuit des temps, il y a quand même des systèmes récurrents qui reviennent systématiquement. Les raisons de guerre, les raisons de famine, les raisons de crise économique, c'est toujours les mêmes. On n'a rien appris, donc c'est un peu dommage. Mais la vie individuelle, c'est la même chose. Si on n'a pas appris un certain nombre de choses, eh ben on va revivre la même chose. Voilà, jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à qu'on décide de, bon, ce coup-ci, je vais faire quelque chose, quoi. Par contre, je ne crois pas au destin. Ah, alors quelle différence vous... Alors ça c'est intéressant. Pourquoi quelle est cette différence alors? Le destin, c'est on est programmé pour quelque chose et ça doit absolument arriver. Oui. Et ça, je m'offusque en faux contre ça, parce que c'est pas possible qu'il y ait un grand bouquin écrit en haut où il y a exactement notre vie qui a déjà été prédéfinie. On a le libre arbitre, c'est ce qu'enseigne la religion chrétienne. On a le libre arbitre. Moi, je suis pas chrétien, je suis druide, mais ils n'ont pas dit que des conneries, donc autant le dire et autant l'utiliser. On a le libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est libre de choisir ce qu'on veut faire. Donc quand on se réincarne, on se met dans un cadre qui devrait nous permettre d'être confrontés à tel type de situation qui vont nous permettre de travailler justement sur certains points bien précis. Après, liberté à nous d'accepter ou de refuser de faire les choses que le cadre va nous présenter. Mais on choisit le cadre dans lequel on va évoluer. Alors, il faut que les gens apprennent un peu à devenir responsables. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont... c'est pas la vie qui a été méchante avec eux. C'est pas qu'ils n'ont pas de chance. C'est pas que ils boivent parce que leurs parents buvaient. C'est eux qui ont choisi tout ça. Ils ont choisi les parents avec lesquels ils allaient être, le milieu social dans lequel ils allaient évoluer, pour être confrontés à un certain nombre de choses. Donc ils l'ont choisi. Donc il faut arrêter de rejeter la faute sur les autres, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand c'est la faute de l'autre. Ouais, j'ai pas réussi dans la vie, mais c'est ta faute parce que tu m'as pas donné les armes qu'il fallait, papa. Oui, c'est la faute à papa. Bah oui, bien sûr. Bouc émissaire. Eh oui, le bouc émissaire. Ouais. Eh ben non, ça fonctionne pas comme ça. Ouais. On a choisi le milieu dans lequel on va évoluer pour être confronté à un certain nombre de situations. Après, on a toute cette vie pour choisir d'adhérer ou pas à ce type de problème et de pouvoir les résoudre ou pas. Si on les résout pas, et ben dans la vie d'après, on va se retrouver dans la même situation pour être plongé dans les mêmes circonstances. C'est tout. En même temps, Gérard, vous avouez vous-même que dans votre histoire personnelle, il n'y avait pas de hasard. Il y a eu des rencontres qui se sont faites. Donc on peut dire ça, que... c'est pas le destin, c'est la synchronicité. Ah. La synchronicité, c'est on attire ce qu'on est. Ouais. C'est la loi de l'attraction. Ouais. Vous récoltez ce que vous envoyez dans l'univers. Ouais. Si vous envoyez de l'amour dans l'univers, vous allez rencontrer des gens aimants. Ouais. Si vous envoyez même inconsciemment de la haine dans l'univers, la vie, qui est très sympa avec nous, va faire tout son possible pour que vous rencontriez ce que vous envoyez. Donc de la haine. Donc voilà. C'est
notre propre responsabilité de savoir ce qu'on envoie autour de nous. Et donc on va attirer des gens qui sont comme nous. Et si on commence à s'intéresser aux papillons, et ben brusquement, on va rencontrer plein de collectionneurs de papillons. Ouais. Alors qu'avant, on n'en connaissait aucun. Ouais. Et c'est la vie qui est comme ça. Ouais. Mais c'est nous qui agissons. C'est nous, les acteurs. Donc c'est toujours facile de dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes enfants, parce que qu'est-ce qu'ils sont chiants ces gamins, c'est la faute de mon voisin, parce qu'il fait du bruit. Non, c'est moi qui ai choisi d'habiter dans cette maison-là, avec ce voisin-là à côté. J'avais qu'à aller ailleurs, je peux toujours déménager et aller ailleurs. Je suis responsable. Ça ne veut pas dire que les autres ne nous embêtent pas, mais ça veut dire qu'on a quand même quelque part choisi un certain nombre de choses et on est responsable. Et je pense que le grand manque de cette société, c'est la responsabilité. Les gens, d'ailleurs, on fait tout pour, on les déresponsabilise. Il faut que les gens apprennent à être responsables. Responsables de leur dire, responsables de leur acte, responsables de leur pensée. Et il leur arrive... je me souviens plus de son nom. Il y a quelqu'un qui était très fort en développement personnel, qui a écrit vous devenez ce que vous pensez le plus. Et c'est très vrai. Et on est en plein dans la loi de l'attraction, là. Vous devenez ce que vous pensez le plus souvent. Voilà. Si vous pensez que vous êtes un mec bien, et que vous y pensez souvent, vous allez agir comme un mec bien. Si vous pensez que vous êtes un sale con, excusez-moi du terme, mais si vous pensez que vous êtes un sale con, vous allez agir comme un sale con, et autour de vous, vous allez rencontrer des sales cons, encore plus sales cons que vous, et ça va poser des problèmes. Oui, sauf qu'il y a toujours ce qu'on appelle d'ailleurs le Deus ex machina, qui peut venir, vous voyez, et c'est pour ça que tout ça est fort intéressant, parce qu'il y a la vie, et il y a soi responsable, et je me demande si on n'est pas choisi par la vie, justement, un peu comme le chaman choisi par les esprits, parce que quand vous dites j'ai choisi, qui de vous a choisi? Est-ce que c'est pas finalement la vie qui a choisi que vous choisissiez, voyez? Non, parce que ça voudrait dire que c'est écrit dans un grand livre, voilà, et que vous ne pouvez pas y échapper. Eh ben si, on peut toujours y échapper. Vous échappez au grand livre. Exactement, exactement. On a le libre arbitre. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça l'humain. C'est qu'il a le libre arbitre. Alors, il y avait une très belle phrase, mais je ne sais plus de qui elle est, mais elle coule pas, qui disait, on a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quand on a rejoint le Seigneur avec un grand S. C'est-à-dire que quand enfin, on a rejoint, on peut dire la vie, ou l'unité avec un grand U, ou Dieu, ou l'énergie vitale, on va dire, et que dans ce cas, ça se pulse, mais pas par la volonté personnelle, je dirais. Bien sûr. Par la volonté, on pourrait dire divine. Divine, oui, on peut dire comme ça, bien sûr. Et dans ce cas, écrit ou pas écrit, il y a ce qu'il y a pour chacun au juste moment, peut-être. Hein. Bien sûr. Ce qui est important, c'est de vivre le moment présent. On est dans le moment présent. Le passé, c'est important parce que c'est ce qui nous définit. Le futur, on n'en sait rien parce qu'on ne l'a pas encore vécu. Le présent, c'est maintenant. Donc, vivez votre moment présent et vivez-le en conscience. Laissez-vous pas porter par la vie. Soyez acteur de votre vie. Et c'est ça qui compte. Être acteur de sa vie, être présent. Et Charles Anthony, dans un de ses bouquins, parle de la présence. Cette faculté de pouvoir être conscient dans les gestes simples de ce qu'on vit. Quand vous buvez un verre d'eau, vous buvez un verre d'eau. Je veux dire, c'est quand même pas anodin. Cette eau qui coule à l'intérieur de vous et qui va régénérer les cellules, c'est quand même pas anodin. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut disserter pendant 3 quarts d'heure sur le verre d'eau qu'on a envie de boire ou qu'on va boire, mais avoir un court instant de présence dans le simple acte naturel de boire un verre d'eau, c'est important. Tout à fait. Ça, c'était des techniques, je pense à Gurdjieff notamment. Oui, Gurdjieff, tout à fait. Je viens de relire d'ailleurs, voilà. par plaisir, je me souviens plus du titre du livre, parce que c'est pas important les titres, mais je viens de relire le fragment de l'enseignement. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Et bon, je me suis amusé. Je me suis amusé parce que bon, j'adhère pas à tout ce qu'il raconte dedans parce que il y a beaucoup d'absurdités dans ce bouquin.
mais qui ne sont pas des absurdités, parce que c'est de la provocation exprès. Oui. Gurdjieff était un provocateur extraordinaire qui a chamboulé beaucoup d'esprits, parce qu'il provoquait les gens pour les mettre face à leur propre réalité. Ouais. Et ça, c'est très très intéressant. Ouais. Alors Charles Anthony reprend un peu ce travail sur la présence dans certains de ses bouquins. C'est beaucoup plus soft que Gurdjieff. Certainement, parce que Gurdjieff, c'était Oh là là, dur. il a mis sec. Hein. Oui, oui, Mais c'est intéressant, c'est un travail intéressant. tout à fait. En dehors de la provoque, c'est un grand provocateur devant l'éternel. Oui, donc oui, la conscience, effectivement, boire le verre d'eau, tout ce que l'on fait avec conscience, ça c'est effectivement une technique extraordinaire. Justement, quand vous faites du chamanisme, quand vous pratiquez le chamanisme, vous êtes conscient de tout ce que vous faites, ou est-ce que vous partez justement, pas dans l'inconscience, mais bon... C'est une bonne question, je vous remercie d'avoir posé. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne question? C'est une question fraîche, printanière, agréable, et qui mérite d'avoir une bonne réponse. Alors je vais vous faire une bonne réponse. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne réponse? C'est une réponse qui est fraîche, printanière, intéressante. D'accord, merci Gérard. C'était... Paraphe de Thierry Leluron. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire comme démonstration politique de communication. Vous pouvez répéter la question? Est-ce que je suis toujours conscient? Non, je ne suis pas toujours conscient, parce que c'est vrai qu'il arrive un moment dans la transe, quand on part en transe, on n'est vraiment plus là, quoi. Et c'est pour ça que quand je reviens, des fois je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ça a fonctionné. C'est ça qui compte. C'est ça. Mais c'est vrai que on a quand même une faculté de revenir très 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 vite à la conscience. Et ça, c'est important. Et c'est important parce que des fois, il y a des patients qui partent un peu en freestyle. Oui. Freestyle peut-être, hein? Freestyle, oui, d'accord, freestyle, je crois qu'on dit, c'est-à-dire ça part en sucette. En sucette ou en vrille, on dirait. En vrille, voilà. Et c'est important que le chaman puisse immédiatement reprendre contact avec la réalité pour pouvoir l'assister et l'appuyer pour le faire revenir. Oui. Parce que sinon il peut y avoir des accidents et des dérives importantes. Tout à fait. Oui. Si vous-même vous perdez la conscience et qu'en plus le client, enfin le patient aussi. Et qu'on ne le voit pas, parce qu'on est parti nous aussi dans des hautes sphères, donc on doit être capable de revenir immédiatement là, présent. Et ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un contrôle. Le voyant, il est allumé, pour reprendre, pour paraphraser. Le voyant est toujours allumé. Hein. Sinon, effectivement, ça part. Quoi. Maintenant, les chamans qui utilisent des produits comme l'ayahuasca, je suis pas convaincu qu'ils soient toujours dans l'état qui leur permet de revenir immédiatement au clair. Mais par contre, ça leur ouvre d'autres facultés, donc je ne me prononcerai pas sur la question. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste, j'ai goûté un petit peu à toutes ces substances comme tout le monde pour voir ce que ça donne, mais ce n'est pas ma pratique, donc je ne vais pas tergiverser ou polémiquer sur la question, j'y connais rien, parce que j'ai fait que tester. Je ne vais pas vous parler de la qualité des différents caviars, parce que j'ai dû en bouffer 3 fois dans ma vie pour voir quel goût ça avait. Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas un spécialiste. Là, c'est bon, il y en a d'autres qui disent que c'est pas bon. Bon, voilà, c'est pas désagréable comme goût, mais voilà. L'ayahuasca, vous voulez dire? Non, je parlais du caviar. Non, l'ayahuasca, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais ça a des effets décoiffants, c'est clair, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a des vrais spécialistes de l'ayahuasca et qui sont capables de faire des choses extraordinaires. C'est bien. C'est bien. Alors pour en revenir à l'ésotérisme et aussi à notre planète Gaïa, qui est notre fil conducteur, on a évoqué tout à l'heure Gurdjieff. Je suppose que durant tout votre parcours, vous avez rencontré des personnages extraordinaires. Tout à fait. Parce que dans ce monde-là, il y a quand même tout à fait. Mais tout, des illuminés, il y a tout. Il y a quand même des gens extraordinaires. Il y a des gens extraordinaires, mais je vais pas vous donner d'exemple parce que je reste très pudique sur mes rencontres. J'en ai pas honte, mais je suis pas là pour les mettre en avant ou les mettre mal à l'aise, parce que dans le milieu ésotérique, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vie parallèle,
et qui vivent leur ésotérisme d'une manière discrète. Et c'est pas notre rôle de les mettre en avant, de les mettre en public. S'ils veulent le faire, ils le font, mais c'est pas à nous de le faire. Mais effectivement, j'ai rencontré des gens vraiment, vraiment, vraiment extraordinaires, et j'ai rencontré aussi des gens vraiment, vraiment très allumés. Ouais. Oui, bien sûr. Il y a de tout. Ouais. Ah oui, oui, il y a vraiment de tout. Entre tous ces myriades de courants, que ce soit la franc-maçonnerie, avec tous les courants de la franc-maçonnerie, que ce soit le prieuré de Sion, que ce soit les Rosicruciens, les Templiers, les Martinistes, toutes ces écoles ésotériques qui existent. Il y a des gens qui sont sincères dans leur démarche, purs dans leur démarche, avec de vrais résultats. Et puis il y a des charlatans, voire même des escrocs, on pas peur des mots, ou des mecs qui sont complètement allumés et qui pourraient même en être dangereux. Ouais, ça peut arriver. Mais bon, voilà, ils ont peut-être une raison d'être aussi, finalement, à faire ce travail-là. Oui, c'est vrai que c'est difficile, on se dit, dans tous ces milieux dits ésotériques, on se dit que c'est difficile de séparer les livrets. Complètement, surtout que personne n'a complètement raison et personne n'a complètement tort. Moi, j'ai rencontré certains allumés que je ne nommerai pas, bien sûr, qui étaient vraiment des allumés graves, mais qui disaient pas que des conneries. Donc, est-ce que c'est vraiment des charlatans ? Je suis pas sûr, parce que par exemple, dans le domaine de la magie, qui est un domaine quand même un peu spécifique, et quand je parle de la magie, je parle pas de prestidigitation, bien sûr. Il y a des gens qui flirtent avec ce qu'on appelle aujourd'hui la magie noire, qui est à mon avis une connerie, parce qu'il n'y a pas de magie blanche, magie noire, magie rose, il y a la magie, et après il y a ce qu'on en fait. C'est ça qui lui donne sa couleur. La magie, c'est la manipulation des énergies, et après, c'est ce que fait le magicien qui va définir si elle est bien ou pas bien, la magie, quoi. Donc il y a des gens dans ce domaine-là qui ont des techniques, des approches parfois un peu douteuses. Est-ce que c'est des charlatans ? Non, c'est pas des charlatans, parce qu'ils sont sincères dans leur démarche, ils croient réellement que ce qu'ils font, ils ont été appelés, ils ont été désignés, ils y croient réellement. Oui, mais c'est dangereux ça, parce que est-ce que la sincérité c'est le seul critère, je dirais, valable ? Non, parce que quand même... Non, mais un des gros problèmes avec la magie, c'est... Oui, un des gros problèmes avec la magie. Un des gros problèmes avec la magie, c'est que sans avoir une connaissance approfondie de ce domaine, on peut réussir un certain nombre de choses, et donc provoquer des catastrophes. Et ça, c'est un peu grave de trouver tous ces bouquins de magie où il y a des vrais rituels à l'intérieur. Bon, ok, il manque des clés opératives dans les... Heureusement d'ailleurs, ce serait grave. Il manque des clés opératives dans les bouquins, mais il y a certains rituels qui sont vraiment bien expliqués et qui, même sans les clés opératives, amènent des résultats. Et c'est à la portée de gamins de 14 ans, de gamines de 14 ans qui vont faire des rituels parce que Germaine, elle a pris mon mec, alors... mais c'est grave d'écrire des choses comme ça. Oui, tout à fait. Est-ce que les gens qui ont écrit les bouquins l'ont fait pour ça ? Non, c'est évident. Est-ce qu'ils savaient forcément de quoi ils parlent ? Pas toujours. De toute façon, des vrais magiciens qui écrivent des bouquins, je ne suis pas persuadé d'en connaître vraiment beaucoup. Parce que les vraies formules, on ne les écrit pas.
on les écrit pour soi. On a ce qu'a fait ressortir cette série que tout le monde connaît. Harry Potter. Non, même pas. Même si Harry Potter. Oui. Mais, non, je parlais de séries télévisées. Oui. Les frangines là, sorcières, charme. Ah oui. Voilà. Ah oui, Le oui. livre des ombres. Ah oui, Voilà. tout à fait. Alors, le livre des ombres, c'est quoi? C'est le livre sur lequel on écrit toutes ces formules magiques. Ouais. Mais on l'écrit pas pour le faire publier, on l'écrit pour soi, Bien sûr. pour le transmettre. Après, à sa descendance, à sa famille, à ses élèves, mais pas pour pour le mettre en librairie, quoi. Bien C'est sûr. évident. Donc il n'y a aucun vrai magicien qui va écrire pour du commerce, parce que c'est du business. Hein. Tout à fait. La magie, Ouais. c'est du business. Et pourtant, il y a quand même des vraies choses dedans. Parce qu'on arrive à trouver des vrais rituels. Alors, il n'y a pas les clés opératives. Par exemple, on va parler de 2 secondes d'exorcisme, puisque je suis aussi exorciste. Oui, Ça oui. fait partie de mes nombreuses casquettes. Il y a un auteur, on va appeler ça comme ça, extraordinaire, qui est l'abbé Julliot, en termes d'exorcisme. Et c'est vrai qu'on retrouve les œuvres de l'abbé Julliot avec les rituels réels. Oui. Simplement, dans ces rituels, il n'y a pas les clés opératives qui le font fonctionner. Mais le rituel, c'est le même rituel que j'utilise quand je fais un exorcisme. Sauf que moi, j'ai les clés opératives pour les faire fonctionner. Mais quelqu'un qui achète ce bouquin-là en librairie, en récitant simplement la formulation, risque de déclencher un certain nombre de choses. Mais comme il n'y a pas les clés opératives, il ne peut pas les contrôler. Et ça, c'est un peu dangereux. Un peu dommage. Je pense pas que quand ça a été fait dans de mauvaises intentions. Mais est-ce que ça aurait dû être fait? Je suis pas sûr. Enfin. Oui, c'est ça, parce qu'on peut parler de la justesse, parce qu'à la fois, quelque chose me dit que ça a sa raison d'être, parce que l'être qui se retrouve aux prises avec la formule et qui fait des bêtises, voire même qui se retrouve en danger, finalement, ça va être une leçon pour lui d'existence. Oui, mais faut-il passer par là? Il y a parfois des leçons qui sont lourdes à Exactement, gérer. faut-il passer par là pour Moi, je sais que réaliser? j'ai eu dans ma carrière plusieurs cas à traiter de gens qui, en voulant faire un exorcisme pour un copain, une copine, ont attiré sur eux des choses pas très belles et pas très propres, et ça a été un sacré boulot pour les retirer, quoi. Ouais. Donc, les gens... C'est vrai qu'on vit à une époque formidable, extraordinaire, parce qu'on arrive à tout trouver. En plus, sur Internet, c'est magique. On trouve tout ce qu'on veut, tous les renseignements dont on a besoin, on les trouve. Ouais. Mais ça a quand même quelque part un certain danger, parce qu'on met à la portée de main des gens des connaissances qui ne sont pas prêts à comprendre, à assimiler et à utiliser. Et c'est quand même un peu dommage. Si vous voulez, le modernisme a retiré de la magie dans la vie. Ouais. À l'époque ancestrale, où la magie vivait présente parmi nous, Tout à fait. ça serait venu à personne l'idée de jouer les sorciers. Ouais. Parce que c'est dangereux. Ouais. Alors ok, la religion a aidé, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que les gens en avaient un peu peur, et si on n'était pas, entre guillemets, initié dans ce domaine-là, on n'y touchait pas, on en avait même peur. Bien sûr. Ouais. Est-ce que c'était vraiment un mal? Je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr. Parce que, vous prenez un pays comme la France, vous savez que la France c'est un pays de sorciers. Oui, tout à fait, oui. On n'a pas besoin d'aller au Maghreb, en Afrique. La France est un pays de sorciers. Au jour d'aujourd'hui, 21e siècle, il y a encore des gens qui vont voir le sorcier local pour jeter le mauvais sort sur le champ du voisin parce qu'il a une vache qui vient chez lui et qui vient bouffer son herbe. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est des pratiques courantes. On vit là-dedans. On l'a toujours fait. Et c'est presque normal à la campagne d'aller voir le sorcier pour lui dire le père Marius là-bas, il y a ces vaches qui viennent péter dans mon champ, et je veux que tu lui jettes ta sort pour qu'il dégage et qu'elle crève toutes. Et ouais, ok.
Mais il fait pas ça, il va pas s'acheter un bouquin pour essayer de le faire lui-même. Bien sûr. Parce qu'il a le bon sens des gens de la Terre, et c'est comme s'il me demandait à moi de venir lui planter son maïs. Bien sûr. Moi, je suis un fichu de faire pousser une tomate, alors à chacun son truc, quoi. Donc laisser aux gens ce qu'ils savent faire, et c'est bien de vouloir se cultivationner, hein, c'est intéressant, bien sûr. Oui. La culture, c'est bien, c'est génial. Oui. Moi, je suis 100% pour, mais je pense que tout ne doit pas être à la portée de tout le monde, parce que ça peut être dangereux. Et c'est surtout dans une, comme vous l'avez rappelé très très bien tout à l'heure, c'est surtout dans un monde où les gens ne se responsabilisent pas. Complètement. Donc, non seulement je suis pas responsable de ma vie, j'accuse le monde entier, et en plus je fais venir un chaman ou un magicien parce qu'il faut que je trouve la solution, qui va me trouver la solution à ce que je suis pas capable de trouver en moi, Tout à fait. Donc, au final, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça le problème, c'est que les gens, il y a cette confusion de méthodes. C'est de la confusion complètement. Voilà. Par contre, à contrario, je suis le premier à dire qu'on est aujourd'hui au XXIe siècle à l'ère où il n'y a plus de secret et qu'on doit tout donner à tout le monde. Après, chacun fait ce qu'il veut avec. Donc c'est un peu contradictoire comme démarche, je sais, mais c'est l'époque actuelle, c'est le XXIe siècle. Il faut que les gens se responsabilisent et qu'on vive avec ça. Voilà. Je pense que c'est une belle conclusion pour notre deuxième petit temps d'arrêt. Merci Gérard, à tout de suite. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fais tout pour mettre des couleurs dans mes jours.